Avez-vous vu le film The Chaser, un film coréen de 2008, l'histoire d'un ancien flic devenu proxénète, et un jour, les filles qu'il fait travailler commencent à disparaître les unes après les autres. Alors il se remet un peu dans la peau du flic qu'il était auparavant et il commence à mener sa petite enquête. Il va vite se rendre compte que toutes ces morts ont un dénominateur commun, les prostituées ont un même client. Eh bien, cette histoire, elle est malheureusement inspirée d'une histoire vraie, l'histoire de celui qu'on surnomme Raincoat Killer, le tueur en imperméable. J'ai nommé Yoo Young-chul. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui ai écrit et qui vais vous narrer cette petite histoire qui a été mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, on vous remercie toutes et tous pour les nombreux messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateformes d'écoute de podcast. Vous êtes nombreux sur Spotify et puis également nombreuses et nombreux sur YouTube à nous laisser des messages. N'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas aussi à retrouver notre Patreon, histoire d'avoir accès à des petites histoires inédites. Allez, direction tout de suite, la Corée du Sud. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes dans le comté de Gochang. Permettez-moi de vous présenter Yoo Young-chul. Il est né en 1970. Yoo est né dans une famille pauvre, pour ne pas dire très pauvre. Son enfance est difficile, avec des parents contraints par la pauvreté qui ont du mal à l'élever. Alors, tout au long de sa vie, Yoo va nourrir ce sentiment de haine envers l'autre côté de la société. Les riches, ceux qui ont tout, et ceux qui parlent de ruissellement quand on leur demande de partager un petit peu. Ses premières conneries, Yoo, il va les commettre quand il est jeune. À 18 ans, il se fait par exemple choper pour des vols. D'abord à l'étalage, puis un petit peu plus, toujours un petit peu plus. Malgré ses difficultés à accepter le monde et ses différences, Yoo va continuer sa vie et puis il va même se marier. Il se marie avec une femme et il a un enfant. Bon, le couple ne va pas durer longtemps et rapidement c'est un divorce. Faut quand même que je vous parle de son épouse. Elle, c'est une masseuse professionnelle. Et ça ne plaît pas à son jaloux de mari. Faut aussi que je vous dise autre chose. Le divorce, c'est elle qui va finir par le demander. Et ça non plus, ça ne plaît pas à Yoo. Alors Yoo va commencer à commettre des choses graves très vite. Il se met par exemple à vendre des cassettes porno. Bon, ça vous allez me dire, c'est pas bien grave. Ouais, sauf que ces films sont avec des enfants. Et d'ailleurs, avec Yoo, les enfants ou adolescents ne sont jamais très loin, puisqu'il va abuser sexuellement de plusieurs mineurs quelques années plus tard. Yoo va donc être condamné pour tout ça à plusieurs reprises. Condamnation pour vol, condamnation pour usurpation d'identité, pour trafic de pornographie infantile et donc pour abus sexuels sur mineurs. Au total, Yoo va être condamné 14 fois pour viol et cambriolage. Et en tout, il va passer plus de 7 ans en prison la première fois, puisqu'ensuite il va être relâché dans la nature en septembre 2003. Yoo sort donc de prison, mais enfermé, la bête s'est nourrie. Elle s'est alimentée de colère, de rancœur, tout ça envers la société, et surtout peut-être envers lui-même. Nous sommes le 11 septembre 2003, et ça y est, Yoo Young-chul est libre. Et vous allez le voir, il ne va pas attendre longtemps pour recommencer ses conneries et en faire d'autres encore plus graves. Le 24 septembre 2003, il va signer son premier meurtre. Nous sommes dans le quartier huppé de Gangnam, à Séoul. Lee Deok-soo a 72 ans et sa femme, Lee Eun-hok, a 67 ans. Ce couple de retraités a du pognon. Alors Yoo va aller à leur rencontre, pas forcément pour les voler, non. On est plutôt sur un acte de vengeance. Yoo, vous l'avez compris, il déteste les riches. Il a une haine profonde pour leur existence et donc il ne va pas s'embarrasser. Il va abattre ce couple de petits vieux à coups de marteau. Les semaines passent, nous sommes désormais en octobre de cette même année 2003. Et Yoo ne perd toujours pas de temps, parce qu'il enchaîne les attaques contre les personnes âgées fortunées. Yoo, je vous le disais, il n'est pas intéressé par l'argent. Mais pour brouiller les pistes, il fait souvent croire à un vol qui aurait mal tourné. Nous sommes à Séoul, et la police est donc sur les dents depuis quelques semaines déjà.
Qui peut bien être ce serial killer qui en veut aux petits vieux qui ont du fric ? Qui est cet individu qui procède à des meurtres de sang-froid et met en émoi toute la ville ? Alors l'enquête policière s'intensifie. On veut débusquer le traqueur de Senior, le chasseur, the chaser. Yu Yong-chul le sait, toute la police est à sa recherche. En tout cas, il n'a pas droit à l'erreur. Alors, il change de stratégie et surtout, il décide de changer de cible. L'année 2004 commence et Yu ne s'ennuie pas. Il a beaucoup à faire. En effet, il doit passer des coups de fil. À qui, allez-vous me demander ? À des femmes. Des femmes qui lui font penser à son ex-femme, des masseuses donc. Et c'est ainsi que Yu va se retrouver dans des salons de massage. Et quand les masseuses arrivent, Yu a 2 options. Première option, on égorge. Deuxième option, on frappe. Mais on frappe à mort. Bon, quoi qu'il en soit, la finalité sera la même. Yu dépaisse ses victimes pour éviter qu'on ne les identifie, puis il part enterrer les corps dans les montagnes proches de Séoul. L'un des lieux où ce tueur en série aime aller déposer ses restes de corps, c'est juste derrière un temple. Le temple de Bongwan, au nord de Séoul. C'est ici que Yu a déjà enterré 11 cadavres. Nous sommes le 15 juillet 2004 et Yu vient juste de téléphoner à un salon de massage pour, une nouvelle fois, attirer une victime. Les masseuses sont en ce moment inquiètes des disparitions de leurs collègues. Et là, elles vont être suspicieuses de cet appel qui semble un peu bizarre. Alors elles vont décider d'alerter la police. Et un agent se rend sur place. Mais un seul agent. Et ça, c'est pas suffisant. Quand Yu arrive, c'est finalement le personnel du salon qui va le maîtriser et le mettre au sol. Une deuxième équipe policière va donc arriver très rapidement en renfort et va finir par interpeller Yu. Et il est embarqué au poste. Mais il ne se laisse jamais faire très longtemps, Yu. Alors pendant son transfert, il va simuler une crise d'épilepsie et il va parvenir à s'évader, avant d'être repris 12 heures plus tard. Arrivé au poste, Yu va avouer avoir tué 19 personnes. 19 femmes. Tout ça depuis septembre 2003. Qui sont-elles, ces femmes ? Eh bien, ce sont des serveuses de bar, des masseuses, mais aussi des prostituées. L'une d'entre elles, par exemple, à laquelle il avait demandé sa main et qui avait refusé. Elle fait partie de ses victimes. Quelques jours après ses premiers aveux, celui qu'on surnomme Raincoat Killer commence à être un petit peu plus bavard. Il avait annoncé avoir tué 19 femmes. Il va ajouter d'autres meurtres à son palmarès, en annonçant à la police qu'il a commis finalement au total 26 meurtres. Et attendez, c'est pas tout. Parce que Yu va même revendiquer des actes de cannibalisme sur ses victimes. Il annonce par exemple avoir mangé le foie de certaines masseuses. Pourquoi aurait-il fait ça ? Eh bien tout simplement pour nettoyer son esprit, dit-il. C'est ce qu'il avance à la police et même à la presse qu'il interroge. L'assassin va même affirmer qu'il s'entraîne sur des chiens avant de commettre ses actes de cannibalisme. Alors ce qui sera complexe pendant toute la durée de l'enquête, pour les inspecteurs de police puis pour le juge en charge de l'affaire, c'est de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour le cannibalisme, par exemple, aucune preuve médicale n'a pu être confirmée. Mais la personnalité de l'accusé permet tout de même de penser qu'il n'aurait peut-être pas tout inventé. Yu est, je vous le disais, assez bavard avec la police. Et il va même jusqu'à leur dire qu'il avait l'objectif de 100 femmes à tuer. Et 100 femmes, donc, à manger. Et, dit-il, c'est ce qu'il aurait fait si la police ne l'avait pas arrêté. Pendant sa garde à vue, Yu va même affirmer vouloir punir, je cite, « les putes » et venger une ancienne petite amie qui l'aurait trahi. Alors vous pouvez l'imaginer, on va faire passer à ce tueur en série des tests mentaux et le chef de la police sud-coréenne va rapidement déclarer sans trop de surprise que le tueur présumé souffre de problèmes mentaux. Mais les experts psychiatriques concluent qu'il n'est pas psychotique, mais qu'il présente un trouble de la personnalité antisociale et qu'il s'est forgé sa propre morale pour justifier ses actes. Un petit peu comme un Dexter finalement. Alors le procès va s'ouvrir en septembre 2004. Et lors de ce procès, Yu Yong-chul va refuser de parler. Il va même agresser verbalement les juges.
Bon, finalement, le 13 décembre 2004, Yu est condamné à mort pour 20 meurtres. Mais à l'heure où nous enregistrons ce podcast, Yu est toujours incarcéré à la prison de Séoul, car même si la peine de mort existe en Corée du Sud, la dernière exécution de peine de mort a été réalisée en 1997. Cette affaire, elle a profondément marqué la Corée du Sud et elle a relancé le débat, vous l'imaginez, sur la peine capitale. Et à la télévision, il y a plusieurs œuvres qui se sont inspirées de cette affaire. Le film The Chaser en 2008, la série documentaire The Raincoat Killer sur Netflix en 2021, et puis la série Through the Darkness en 2022, une série qui met en scène des profilers sud-coréens. Voilà pour l'histoire de ce Yu Yang-chul, l'un des tueurs en série les plus redoutés de Corée du Sud. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux également, pareil sur YouTube. Est-ce que vous connaissiez, vous, ce serial killer ? Dites-nous ça, on attend vos réponses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, désormais, on vous propose également des petites histoires sur les plus grandes inventions du monde. Ces objets du quotidien qui pourtant, un jour, ont dû être inventés par une personne. Je ne sais pas vous, mais nous, avec Sébastien Girard, qui mixe ce podcast, on se pose souvent cette question. Qui a eu l'idée d'inventer ce truc ? Du coup, dans la petite histoire des inventions, on met en lumière ces inventions de la vie de tous les jours. Alors si vous aussi vous êtes autant curieux que nous, vous êtes toujours au bon endroit dans la petite histoire.